Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roadbook, le podcast du club événementiel de l'association alumni IAE Savoie-Mont-Blanc qui met à l'honneur des professionnels de l'événementiel. Leur point commun ? Ils ont tous suivi le master événementiel proposé par l'IAE Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. Depuis 1999, cette formation a vu passer plus de 400 étudiantes et étudiants sur ses bancs. Je suis Chloé Morard, jeune diplômée de la promo 2020. Durant ce podcast, je vous invite donc à découvrir le parcours et le quotidien de quelques alumni qui, à leur manière, participent aujourd'hui à façonner l'événementiel de demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roadbook. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler des différents statuts que l'on peut avoir dans l'événementiel et plus particulièrement de celui de freelance ou auto-entrepreneur et de salarié. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Colline Deria et Nicolas Lagrange. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Puis, moi, je suis ravie de vous accueillir en tout cas sur ce deuxième épisode. Pour commencer, je vous propose que chacun de vous se présente brièvement, si vous voulez un petit peu nous rappeler d'où vous êtes originaire et puis de quelle promo vous êtes issu notamment et puis surtout ce que vous faites aujourd'hui. Je sais pas qui veut commencer. Nicolas, vas-y. Alors, j'y vais. Donc moi je m'appelle Nicolas Lagrange, j'habite en Haute-Savoie maintenant, je suis originaire de Savoie. Je suis issu de la promo 2009, ça commence à faire quelques années maintenant. Et aujourd'hui je suis directeur des opérations pour le groupe UTMB. Super. Colline ? Et du coup j'enchaîne. Donc moi c'est Colline Deria, je suis savoyarde également. Je suis issue de la promo 2014 et je suis à mon compte maintenant depuis 2 ans, plus spécifiquement sur les grands événements. Très bien. Donc je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui parce que déjà vous êtes issus de 2 promos différentes et donc vous allez avoir 2 expériences différentes et puis surtout vous avez 2 postes complètement différents. Colline, toi effectivement tu vas plus un petit peu nous parler de ton expérience en tant qu'auto-entrepreneur, du fait que tu sois à ton compte. Et puis Nicolas, du coup, toi, de comment tu fonctionnes en tant que salarié dans cette grosse organisation qu'est l'UTMB. Alors, pour commencer, moi, j'aimerais bien vous demander ce que vous vouliez faire comme métier quand vous étiez petit. Est-ce que vous aviez déjà envie de travailler dans l'événementiel ou pas du tout ? Vas-y Nicolas, je te laisse commencer. Ouais. Alors non, pas du tout. Moi, ça m'est vraiment venu sur le tard. Quand j'étais petit, je voulais être archéologue. Finalement, ça s'est pas fait. Et puis voilà, la vie m'a mené vers ces formidables métiers de l'événementiel. Ok, donc absolument rien à voir de ton côté. Rien du tout. Moi, c'est venu assez rapidement quand même. Au début, je savais pas trop et assez rapidement, via le sport, en fait, je me suis dit, ok, je ferai jamais sportif de haut niveau, ça, c'est pas pour moi. Mais du coup, je pourrais bien organiser les courses pour les autres. Et donc, c'est vrai que c'est venu assez rapidement, je dirais à l'âge de 16 ans à peu près. Et du coup, j'ai orienté toutes mes études pour faire de l'événementiel parce que c'est vraiment ce que je voulais faire et je regrette pas du tout aujourd'hui. Justement, Colline, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu quel a été ton parcours d'études puisque tu as su assez rapidement que tu voulais faire ça au final? Et oui, après le bac, du coup, déjà, j'ai fait un bac ES et je me suis demandé comment j'allais arriver à faire de l'événementiel. Je me suis aperçue qu'avant la licence 3, il n'y avait pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai fait un DUT de gestion, un DUT GACO à Technolac. Pendant 2 ans, je suis quand même partie 6 mois au Canada pour aller voir un peu là-bas ce qui se passait entre-temps. Et après, j'ai tout de suite intégré la licence 3. À l'époque, c'était tourisme, hôtellerie, loisirs, option loisirs. Là, ça a été vraiment une année extra. Enfin, c'était vraiment top. Et puis le fait qu'on ait pu toucher au tourisme et à l'hôtellerie en plus, c'était quand même super intéressant pour être sûr de notre choix. Et après, donc j'ai fait le master MESC à l'époque, donc management des événements sportifs et culturels. Et pendant lequel, donc la 2e année était en alternance. C'était la 2e fois, je crois que ça se faisait. Et du coup, j'ai fait mon alternance pour les championnats du monde d'aviron 2015 qui avait lieu avec Belette. Et là, j'étais sûre de moi, de ce que je voulais faire. Ça a vraiment été une expérience extraordinaire, les championnats du monde. Et puis, sur cette année d'alternance, on avait quand même des cours avec des intervenants qui étaient très intéressants. C'était tout de suite très, très ciblé entreprise, on va dire. Donc, du coup, ça m'a vraiment plu et c'est des études que je recommande vraiment à tout le monde maintenant. Merci pour cette petite promotion au passage. Non, mais pour le coup, c'est vraiment vrai. Bon, super. Nicolas, toi, comment t'es passé de archéologue à chef de projet dans l'événementiel ? Il y a un monde quand même.
Bah déjà, quand j'avais 6 ans, j'ai retourné mon jardin, j'ai pas trouvé de dinosaures et je me suis dit que c'était peut-être un métier compliqué. Et non, moi, c'est vraiment venu sur le tard. Une fois que j'ai eu mon bac, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc j'ai eu un parcours un peu plus sinueux. J'ai dû perdre une année dans une fac de droit juste après mon bac. Et après, j'ai fait un DUT GACO aussi, donc apparemment, il doit y avoir une connexion. Et puis après, il y a cette idée qui commençait à germer, mais je suis quand même parti voyager un an à l'étranger avant d'intégrer la licence puis le master MESC à l'époque. Il n'y avait pas encore d'alternance, c'était que des stages. Mais voilà, par contre, assez rapidement, j'étais conforté dans le fait que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et puis, en promo 2009, la dernière année, on est tombé la même année que les championnats du monde de ski qui étaient organisés à Val d'Isère. Et il y avait un partenariat entre l'université et l'organisation des championnats. Et du coup, on est tous montés 3 semaines là-haut. Des rôles plus ou moins importants, mais voilà, ça a fini de confirmer cet intérêt pour les métiers de l'événementiel. Te conforter dans l'idée que c'était ce qui te plaisait le plus. Tout à fait. Et du coup, comment tu en es arrivé? Donc, tu as travaillé dans le cadre des études, du coup, sur les championnats du monde à Val d'Isère? Un petit moment, c'est ça? Non, on était tous bénévoles. Alors, il y en avait de notre promo qui faisaient leur stage là-bas, Okay. qui ont eu le temps, qui ont eu l'occasion de faire leur stage. On a recroisé beaucoup d'anciens étudiants aussi qui ont travaillé sur cet événement. Nous, on était vraiment dans un cadre purement bénévole pendant quelques semaines pour les seconder, mais on était quasiment 200 à être montés, je crois, donc c'était aussi festif qu'intéressant. Donc c'était vraiment une belle expérience. Ok. Et après, du coup, est-ce que tu es resté un peu dans des expériences de montagne? Est-ce que tu es allé directement après à l'UTMB ou pas? Pas longtemps après. Moi, ce que j'en ai retiré de tout ça, c'est que c'est vraiment l'événementiel sportif et les événements de montagne qui m'intéressaient le plus. Donc, j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées à la fin de mes études et assez rapidement, finalement, j'ai trouvé ce job. Parce que je crois que je suis sorti en septembre et j'ai dû signer mon contrat en décembre. Voilà, je les ai un peu harcelés et puis au bout d'un moment, ils m'ont laissé rentrer. Et donc voilà. Après, il s'est passé 6 mois avant que je commence vraiment à travailler, mais ça allait assez vite, finalement. Quand tu dis que tu les as harcelés, c'est que tu as créé ton opportunité ou ils recrutaient pas forcément à cette période? Alors, ils savaient pas encore qu'ils allaient recruter. Voilà, en fait, j'ai candidaté là-bas et peu de temps après, j'ai appris au cours d'une soirée avec des anciens de ce qui s'appelait l'IMUS à l'époque, qu'une ancienne élève allait quitter l'entreprise. C'est vraiment une micro-entreprise, il y avait que 2 salariés à l'année. Voilà, mais les patrons n'étaient pas encore au courant et donc moi j'ai passé le pied à travers la porte et ils ont jamais réussi à la refermer. C'était un bon timing. Comme quoi, les relations avec les anciens étudiants sont importantes. Exactement, le réseau est très très important. Ok, alors avant que du coup je te pose plus de questions sur ton poste actuel, est-ce que Colline, toi tu veux nous dire comment tu en es arrivée à devenir indépendante aujourd'hui? Moi, ça a été un peu plus chaotique pour le coup. Donc, j'ai fait mon alternance à l'Aviron. Après, ils m'ont embauchée en CDD pendant 1 an pour aller jusqu'au terme de l'aventure. Donc là, j'étais assistante de tout ce qui était aménagement, opération, la première année sur les bénévoles aussi. Et ça m'a vraiment plu, le poste, surtout le poste opération, je connaissais pas et j'ai adoré parce que en fait, on se retrouve encore un peu. J'étais avec tous les anciens organisateurs des championnats du monde de 2009 de Val d'Isère, qui avaient aussi fait 92, et là j'ai énormément appris. Et puis mon réseau s'est vraiment agrandi et on avait une super équipe. Après, je bossais 2 mois pour une société pour Jean-Louis Sevez Organisation à Chambéry pour un événement qui avait lieu au phare. Après, j'ai travaillé sur l'Euro de foot à Lyon en tant qu'assistante accréditation. Là, super poste aussi, puis super équipe et un vrai grand événement. C'était complètement différent. Des plus, des moins. Voilà, j'ai pas plus aimé ou moins aimé. Oui, c'était l'Euro. Moi, le foot, ça m'intéressait plus ou moins, mais le poste était vraiment top. Donc voilà, et après, j'ai travaillé 6 mois pour la Fédération française de ski sur la Coupe du monde de combiné nordique de Chaux-Neuve dans le Doubs. Là, j'étais pareil assistante de à peu près toutes les fonctions parce que pour le coup, c'est une Coupe du monde mais en petit événement quand même, assez familial. Donc là-bas, ouais, c'était top aussi. Travailler avec les bénévoles, tout ça, ça me plaisait vraiment bien. Et à la fin de mon contrat, j'étais déjà auto-entrepreneur puisque j'ai repris la course contre le cancer du sein Odyssea à Chambéry. À l'époque, il y avait 10 000 personnes et en fait, j'ai fait mon tout premier stage il y a plus de 10 ans pour Odyssea. Et à la 10e année, les responsables ont dit on arrête. J'ai dit non, vous n'allez pas arrêter comme ça.
Donc j'ai repris, je me suis mise à mon compte et j'ai en parallèle travaillé sur Chaux-Neuve et puis sur Odyssea. Et à la fin d'Odyssea, au mois de juin, il y a Jean-Philippe Delage, donc pour sa société Génération Événements, qui est venu me voir en me demandant si ça m'intéressait d'aller travailler chez lui. Ça a été une grosse réflexion parce que la Fédération française de ski me proposait aussi un poste à côté. Et j'ai dit, allez, je vais chez Jean-Philippe, je reste à Chambéry. Je vais essayer le travail en agence. Donc, je suis restée plus d'un an, presque un an et demi. Et au bout d'un an et demi, il y a les organisateurs de Chaux-Neuve qui sont revenus, il y avait toujours Odyssea et je me suis rendu compte que le travail en agence, c'était pas forcément ce qui me plaisait, même si j'ai appris énormément et des choses tout à fait nouvelles pour moi sur la gestion de clients qui est complètement différente, sur les budgets, sur la créativité. Mais voilà, j'ai dit, allez, je me lance et donc je suis en entreprise individuelle, j'ai changé de statut. Mes 2 premiers clients étaient la Fédération française de ski pour la Coupe du Monde à Chaux-Neuve et puis Odyssea. Et puis au fil des années, après j'ai travaillé à Valmorel sur un festival. Voilà, j'ai développé un peu mes clients pour avoir une année 2020 un peu plus creuse, mais je pense qu'on en parlera après. Ça marche. Donc toi, pour le coup, ça a été vraiment un choix de devenir indépendante, sachant que tu avais déjà été salariée auparavant, etc., que tu avais quand même plusieurs expériences pour choisir ce qui te convenait le mieux. Oui, ça a été totalement un choix. En fait, mon choix déjà, c'est fait entre est-ce que je veux faire du grand événement ou de l'agence. En agence, clairement, je me reconnaissais pas et c'était pas pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est soit j'allais enchaîner les CDD et les périodes de chômage, soit je me mettais à mon compte et finalement, je me faisais payer en indépendante et j'ai trouvé que le concept était pas mal. Comme ça, j'avais un statut et je pouvais faire des petites missions entre 2 grosses missions, donc c'était assez intéressant. Et puis, ce qui me plaisait, c'est que je travaille un peu comme je veux, en fait, d'où je veux, comme je veux, avec qui je veux. Et ça, c'est vrai que c'est pour moi, c'est vraiment un luxe. Ok. Et donc toi, tes 2 missions principales, du coup, sont Odyssea encore et la Coupe du Monde. Odyssea, oui, ça toujours. La Coupe du Monde, j'ai eu une année de off. Ça aurait dû être mon client cette année. On devait faire une année sur 2. Malheureusement, ça a été annulé. Donc après, j'avais travaillé à Valmorel. J'étais responsable des bénévoles sur un festival d'électro. Donc moi, je suis de la montagne, hein, alors je connaissais pas vraiment l'électro, mais finalement, c'était très sympa. Et après, là, je devais travailler sur les championnats du monde de Dragon Boat avec Esteban, qui devait avoir lieu fin août. Là, je devais gérer tous les 7000 athlètes, donc l'hébergement, le transport, la restauration. On avait bien commencé en fin d'année, il y a un an, tout pile. On s'est arrêté net en mars et ça n'a jamais repris puisque l'événement a été annulé et pas reporté. Mais ouais, l'idée, c'est d'avoir Odyssea en fixe, la fédération une année sur 2 et après de faire des événements, alors idéalement sur Savoie-Mont-Blanc parce que c'est un territoire que j'affectionne et que j'ai vraiment envie de faire vivre, sur des grands événements, pourquoi pas sportifs, mais s'ils sont culturels, ça me plaît aussi parce que finalement la base, les fonctions de base qui sont pas que techniques, elles sont à peu près les mêmes sur tous les événements. Donc voilà, c'est vrai que au bout d'un an quand même, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu veux vraiment faire, qui vont vraiment être tes clients finaux? Et puis, je me suis aperçue que les comités d'organisation, c'était vraiment, eux, mes clients, et que je me vendais en tant que moi et pas de société. Donc, j'ai pas de nom de société. Enfin, c'est moi, quoi. J'ai pas de site internet, et c'est vrai que ça marche vraiment par le réseau et que j'arrive sur les événements parce qu'on m'a recommandé généralement. D'accord. Et donc, tes missions vont de la coordination générale, en fait, à des missions plus spécifiques sur certains aspects de l'organisation, c'est ça? Exactement. Ouais, en fait, moi je dis que je suis coordinatrice générale, donc il y a des événements où je peux tout faire. Typiquement sur Chaux-Neuve, je connais toutes les fonctions. Après, il y a d'autres fonctions que je maîtrise moins. Par exemple, tout ce qui est communication, marketing, c'est pas du tout mon cœur de métier. Donc, j'ai les grandes lignes et je peux conseiller, mais je ferai pas comme la presse, par exemple, aussi. Mais par contre, tout ce qui est opération et tout ce qui est logistique et qui gravite autour, et puis les bénévoles qui a fait l'objet de mon mémoire, d'ailleurs, de master, ça, c'est des sujets que je maîtrise presque parfaitement, même si ça évolue tous les ans. Ça marche, super. Alors du coup, Nicolas, toi, donc ça fait un moment que tu es à l'UTMB et est-ce que tu as toujours été à ton poste actuel ou pas et comment tu as évolué? Alors non, j'ai eu la chance de pouvoir toucher à beaucoup de choses. Donc quand je suis arrivé, en fait, l'UTMB avait déjà une belle notoriété, mais c'était vraiment une petite équipe. Donc en permanent, il y avait les 2 fondateurs et puis on était 2 salariés seulement à l'année. Et donc je m'occupais de la relation avec les coureurs, de gérer les inscriptions, de gérer les 2000 bénévoles déjà qu'il y avait sur l'événement,
je faisais un peu de communication, des newsletters, un peu de logistique, un peu de tout. Ça m'a occupé quelques années, et puis progressivement mes missions ont évolué. Il y a quelques années, on a commencé à développer d'autres courses sous marque UTMB à l'étranger. Et donc aujourd'hui, maintenant, je m'occupe de l'organisation de ces courses. Et donc je suis responsable de définir les parcours en lien avec un organisateur local, et puis de travailler main dans la main avec eux toute l'année pour délivrer l'événement. Donc toute la partie sportive et technique de ces événements, c'est moi qui m'en occupe maintenant. Ça marche. Et du coup, tu peux nous redire où est-ce que vous avez développé des courses à l'étranger? Donc on a commencé en 2018 et donc on a déjà eu des événements en Chine à 2 endroits différents, dans la province du Yunnan et dans la province du Sichuan. Un événement en Argentine, tout au sud, à Ushuaia. Un événement en Oman, dans les montagnes désertiques omanaises. Un événement en Thaïlande. Et puis un événement qui va avoir lieu, on aurait dû avoir la première édition cette année en Espagne, dans le Val d'Aran, tout proche de la frontière avec la France. D'accord. Et donc à chaque fois, vous appuyez quand même sur un organisateur local qui connaît, j'imagine, les spécificités de son pays, etc. Oui, toujours. C'est extrêmement compliqué quand on n'est pas sur place ou originaire de l'endroit d'organiser un événement. C'est des événements assez importants qui ont besoin d'un soutien des collectivités qui est indispensable. Et si on n'est pas pleinement intégré au tissu local, c'est impossible de lancer ce genre d'événement. On se base toujours sur une équipe locale. Et nous, on est en conseil, en support toute l'année pour délivrer le meilleur événement possible. On a un certain nombre de prestations qu'on délivre pour eux. Ils ont un cahier des charges à respecter. Et puis on a une relation vraiment très très étroite de co-organisation avec eux. Et quel est l'ADN UTMB que vous essayez d'insuffler à chaque événement dans ces pays étrangers? Alors il y a des standards de qualité qu'on essaie qu'on reproduit sur tous les événements. L'idée, c'est vraiment que quand quelqu'un se rend sur cet événement, il sait que l'organisation sera vraiment top niveau. Et puis après, il y a tout un système l'UTMB a beaucoup été construit sur un système de valeurs assez fortes, sur la protection de l'environnement, la santé des participants, la lutte contre le dopage. Et ça, on les reproduit sur tous les événements. Donc, on a un programme, on a affilié au programme Quartz de lutte anti-dopage. On les incite à mener des programmes de sensibilisation et de protection de l'environnement, lever des fonds pour des associations caritatives, etc. Ça, c'est des choses qu'on essaie de faire de manière systématique. Ça marche. Alors, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur votre poste actuel, ce que vous faites, je vous propose qu'on parle un petit peu de la thématique de cet épisode. Donc, on souhaitait apporter des connaissances en supplémentaire sur les spécificités un petit peu des statuts qu'on peut avoir dans l'événementiel, que ce soit donc en tant que freelance ou que salarié. Du coup, j'avais une question, Colline, pour commencer un petit peu à déblayer ce champ-là. Donc, on dit freelance, indépendant, auto-entrepreneur. D'un point de vue général, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond, cette grande famille? C'est vrai que c'est assez vague parce qu'après, comme je disais tout à l'heure, moi déjà au niveau du statut qui va différer en fonction de l'activité de chacun. C'est vrai que moi j'ai commencé auto-entrepreneur parce que mes revenus étaient moindres et puis je suis passée en entreprise individuelle. Donc c'est vrai que pour moi freelance ça veut pas dire grand-chose. Je dis souvent que je suis à mon compte ou que je suis indépendante parce que même au niveau des statuts on est travailleur libéral. Donc voilà, après ce qui diffère c'est que oui, il faut aller chercher souvent ses clients, qu'on paye ses charges, donc on doit faire des factures, on doit faire des contrats. Donc c'est vrai que peut-être administrativement c'est un petit peu plus lourd. Je sais que moi je me suis tout de suite entourée de comptables pour comprendre un peu comment ça allait se passer, se faire conseiller aussi. Donc il faut faire un petit prévisionnel. Faut pas avoir trop peur des chiffres pour pouvoir savoir où on va. Et après c'est le réseau. Enfin pour moi en tout cas c'est le réseau, c'est savoir ce qu'on veut et qui vont être nos clients pour aller les chercher les bons et savoir vraiment ce qu'on veut faire. Et puis oui, après au niveau d'administratif, c'est tout ce qui est URSSAF, CIPAV, voilà des grands mots qui font des fois un peu peur, mais on les gère petit à petit, on les connaît. Mais voilà, pour moi c'est un statut qui est assez vague parce que c'est pas un statut finalement, il y en a tellement et plusieurs et que ça va vraiment dépendre de chacun, de ce qu'il veut faire. Il y a aussi possibilité d'avoir un statut à côté en tant que salarié puis d'avoir un statut à côté pour faire autre chose.
Après, ça, c'est à voir avec l'employeur. Voilà, c'est quelque chose qui est assez large, mais en tout cas, ça veut dire qu'on gère nous-mêmes, on va dire, nos sous, nos factures, nos contrats et nos dépenses, et que après, on peut avoir des responsables, entre guillemets, mais les responsables, c'est pas un chef qu'on a au-dessus de nous, puisque c'est un client, donc c'est pareil. Au niveau de la gestion, c'est complètement différent. Par exemple, je pense la Fédération française de ski, c'est mon client, et du coup je leur rends des comptes, mais eux ils vont jamais me dire ce que j'ai à faire, parce que c'est moi qui ai la compétence et c'est pas eux. Moi ils me disent les grandes lignes, mais après je fais entre guillemets ce que je veux, et tous les par exemple 15 jours je leur donne les avancements et je leur fais signer signer tout ce que j'ai besoin de faire signer. À savoir qu'aussi, alors après c'est peut-être propre à mon fonctionnement, j'ai très peu de charges, puisque toutes les dépenses sur les événements sont portées par les organisations. Et donc là, voilà, j'ai très peu de charges, et ça, c'est à prendre en compte aussi quand on va choisir son statut, parce que sur la première année, moi, j'ai peut-être pas fait le bon choix de me mettre en entreprise individuelle, et parce que j'ai pas eu de charges, donc très peu de dépenses, et l'URSSAF m'a pas loupé. Donc voilà, mais ouais, c'est très large, et après le statut va vraiment dépendre de chacun de ses clients et de comment va être son fonctionnement, au niveau comptable en tout cas. Pour résumer, en gros, outre la liberté que tu peux avoir du coup dans le choix de tes missions, on peut retenir que t'as pas de lien de subordination, en fait t'as pas de hiérarchie, c'est ça, avec les gens qui t'emploient, puisque ce sont tes clients et pas tes chefs en gros. Ouais, exactement. Donc après, sur le contrat, on définit bien quelles vont être mes missions, comment elles vont être menées à bien. Donc qu'est-ce que le client aussi va m'aider, en quoi il va m'aider, quelles sont les ressources qu'il va mettre en œuvre. Et moi, le but, c'est qu'à la fin de ce contrat, j'ai rempli à bien toutes les missions. J'ai pas d'exemple précis de client qui avait aucune compétence en événementiel, mais généralement, c'est moi qui apporte la compétence. Donc c'est vrai que c'est plutôt moi qui vais les conseiller, plus qu'eux qui vont me dire faut faire ci, faut faire ça. Eux, ils vont me dire, voilà, on veut monter un événement, et c'est moi qui vais les mettre sur la bonne voie. Donc, c'est vrai que c'est un peu différent d'un responsable qui va dire, fais ci, fais ça. À la fin de la semaine, faut que tu aies renvoyé 3 devis, tout ça. Moi, c'est pas comme ça, en tout cas, que je fonctionne, ouais. Ok. Et toi, du coup, Nicolas, de ton côté, tu as été toujours salarié depuis que tu as commencé l'UTMB? Oui, toujours salarié, oui. Après, au sein de notre organisation, on a des gens qui sont très impliqués, qui travaillent une grosse partie de l'année pour nous, qui ont aussi le statut d'indépendant, notamment notre responsable logistique, qui lui avait fait ce choix dès le début de ne pas prendre de mission à l'année pour pouvoir avoir plusieurs clients et garder un peu de liberté, un peu comme Colline l'a fait. Mais moi, par contre, j'ai toujours été salarié. La seule évolution, c'est le passage d'un statut de salarié classique à celui de cadre au bout de quelques années, mais voilà, c'est la seule évolution administrative, en tout cas, que j'ai connue. Et l'équipe, du coup, a grossi, j'imagine, depuis que tu l'as intégré. Tu disais qu'il y avait 2 salariés au début. Vous êtes plus nombreux aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, on est 35 collaborateurs. Alors, il y a d'une part le fait que l'événement a continué à grossir, le TMB Mont-Blanc a continué à grossir et s'est structuré un peu mieux. Et puis le fait aussi que maintenant, on travaille au sein d'un groupe qui a aggloméré plusieurs sociétés. Une société qui a été créée pour gérer les événements concrets à l'international. On a une société qui fait du développement informatique. Et toutes celles-là ont été regroupées au sein d'un même groupe il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'est assez récent. Donc on est passé d'une entreprise vraiment très familiale où tout le monde est obligé de faire un peu de tout le monde est au courant de tout et où la polyvalence est vraiment le maître mot, à une PME beaucoup plus structurée avec une organisation matricielle un peu plus classique, des périmètres de travail beaucoup mieux déterminés pour chacun, avec un mode de fonctionnement où tout le monde garde un très fort niveau d'indépendance. Personne n'a son responsable sur le dos à longueur de journée, mais voilà, c'est une structure d'organisation beaucoup plus commune à beaucoup d'entreprises. Ok. Du coup, j'avais une question justement en ce qui concerne l'organisation. Toi, j'ai l'impression que tu fonctionnes plus avec un mode projet, puisqu'au final, tu travailles sur des courses alors qu'ils reviennent d'année en année. Mais en gros, ma question, c'était quels sont les changements que tu vas avoir d'une année sur l'autre, et peut-être que le fait d'être salarié te permet de travailler plus sur le développement de projets sur le long terme, au contraire de quelqu'un qui serait plus indépendant et qui va aller d'une année sur l'autre voir différents clients. Oui, après, pour les indépendants, tout dépend un peu de comment ils organisent leur vie professionnelle. Nous, si je reprends l'exemple de notre responsable logistique, lui, il a 3 événements et ça fait 12 ans qu'il travaille sur ces 3 événements. Donc, il a aussi l'occasion de travailler sur le long terme et d'améliorer plein
de choses. Mais c'est vrai que l'UTMB, c'est un événement qui a beaucoup évolué d'année en année. On a ajouté des courses, on a ajouté des nouveaux projets, on a modifié nos façons de travailler, développé des outils informatiques. Tous les ans, il y a eu beaucoup de nouvelles choses à mettre en place. Et on a rarement eu l'occasion de s'ennuyer. Et puis maintenant, on développe des nouveaux événements. Il y a cet aspect multi-événement qu'il faut gérer toute l'année, avec des contraintes qui sont nouvelles, des environnements qui sont nouveaux. Donc beaucoup de nouveautés à appréhender chaque année quand même. Ok. Et Colline, du coup, comme le disait Nicolas, toi, au final, j'ai l'impression que tu as un peu ce fonctionnement-là aussi, où tu travailles avec les clients que tu connais déjà depuis longtemps. Comment tu gères l'enchaînement de ces missions? Parce que même si tu les connais, est-ce que tu travailles pas forcément pour eux pendant 12 mois de l'année? Du coup, il faut que tu délaisses un petit peu certains projets pour les reprendre plus tard. Comment tu t'organises? Bah finalement c'est un peu oui c'est vrai que c'est quand même plaisant d'avoir souvent les mêmes clients parce qu'on peut voir évoluer l'événement et c'est vraiment pas qu'une mission ponctuelle. Je vois sur Odyssea depuis 3 ans j'ai vraiment fait évoluer les choses et je sais où je veux aller et bon là encore une fois j'ai pris un petit stop mais l'idée c'est vraiment de faire évoluer l'événement et Chaux-Neuve c'est pareil enfin sur la Coupe du Monde chaque année on essaye d'évoluer donc l'idée c'est de garder du long terme tout en pouvant faire un peu comme je veux et d'où je veux surtout. Euh, après, euh, après, bah, le temps, je m'organise comme une gestion de projet finalement. Hein. Donc, je sais qu'il y a des périodes où, par exemple, Odyssea, je sais que les 2 derniers mois vont être pris. Sur la Coupe du Monde, normalement, c'est en janvier, donc pareil, la fin d'année est prise. Après, il m'est arrivé de dire non à certains projets parce que je me sentais pas capable de gérer 2 projets qui allaient être à peu près à terme en même temps, qu'il fallait livrer en même temps. Après, voilà, c'est juste une organisation personnelle à se dire, aujourd'hui, je me mets 2 heures sur tel projet, puis par contre 4 heures sur l'autre parce qu'il y a plus de besoins. Et puis, c'est des rétro-plannings. Et après, c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler sur un événement, on sait à peu près les charges de travail, on sait ce qu'on a à faire, on sait que, par exemple, les partenariats, il faut que ça soit booké à telle période et tout ça. Donc après, c'est vraiment une organisation en interne en se disant, voilà, je m'accorde tant de temps pour tel projet et tant de temps pour l'autre. Et par contre, il faut pas que j'ai 2 événements à livrer en même temps parce que ça, c'est impossible. Enfin, en tout cas, toute seule, je peux pas le faire. Ouais, j'ai une question qui porte là-dessus plus tard. Mais c'est vrai qu'après, quand tu es toute seule, au final, il faut vraiment que tu arrives à bien gérer ton temps pour que tu arrives à satisfaire tous les clients que tu peux avoir. Voilà, après des fois c'est dur hein, parce que on va dire j'ai refusé 2-3 contrats où j'ai dit non, voilà, je peux pas, mais je veux pas me mettre dans le rouge non plus et je veux vraiment rendre au client la prestation qu'il attend et je veux pas faire les choses à moitié parce que l'événement il dépend beaucoup de moi aussi. Donc voilà, après c'est arrivé à estimer à peu près le temps, mais à force avec le temps on sait à peu près combien de temps ça va nous prendre. Et là je vois par exemple sur le Dragon Boat qui avait lieu normalement fin août et Odyssea en mai. J'aurais dit janvier, février, ok, je suis à fond avec vous, je mets tout en place. Par contre, après, il y aura 3 mois où je serai là que 1 jour par semaine. Mais ça, ils l'ont compris. Et après, il suffit d'être clair avec les clients. Et voilà, la seule chose, c'est de pas faire 2 événements en même temps le même jour parce que là, on peut pas trop se dédoubler, quoi. C'est compliqué d'être à 2 endroits au même moment quand même. Voilà, exactement. Mais après, ce que je disais, ce qui est aussi un luxe, c'est que par exemple, un jour de beau temps, en hiver, en semaine, et je peux me dire, allez, tant pis, je vais skier aujourd'hui, et puis je travaillerai ce soir ou je travaillerai ce week-end parce qu'il fait pas beau, quoi. Après, j'ai le luxe d'organiser mon temps comme je veux. Et puis voilà, après, finalement, on a bien montré que le télétravail était totalement possible. On pouvait bien travailler avec l'ordinateur et le téléphone d'où on veut. Et ça, pour moi, c'est le luxe. Et c'est vrai que ça serait peut-être dur de revenir salarié pour ça. Et ça fait une transition parfaite du coup avec la question suivante. Je voulais vous demander à chacun de vous deux quels sont pour vous les avantages de vos statuts respectifs et puis aussi les inconvénients du coup. Pauline, je pense que tu as un peu commencé à répondre en disant que tu pouvais aller skier quand tu voulais. Est-ce que tu vois d'autres choses de ton côté? Ouais, les avantages, c'est sûr que c'est le temps que je gère comme je veux, que les clients, je les choisis aussi, parce que je vois quand j'étais par exemple en agence, les clients, on les choisissait pas, quoi, alors que là, je choisis entre guillemets. Puis voilà, les petites choses, hein, mais les lieux de réunion, finalement, on choisit un café. Voilà, on essaye de faire que les choses soient un peu plus sympas. Après, au niveau des inconvénients, ce que je disais, c'est la charge administrative entre guillemets. Donc, il faut quand même bien s'entourer pour ça. Il faut quand même avoir un petit prévisionnel parce qu'il y a beaucoup de charges qu'on ignore. Et puis, il y a encore 2 choses pour moi. La dernière est venue plus récemment. Il y a une chose qui est dure, c'est qu'il faut trouver des clients à chaque fois, quoi. Donc ça, il y a des périodes, sans parler du Covid, hein, mais des fois, voilà, moi, il y a 1 an, je me suis dit, mince, j'ai pas de travail. Puis finalement, j'ai retrouvé le Dragon Boat à force de chercher, puis de réseau. Et après, une chose qui est quand même un peu dure, il faut se l'avouer, c'est de travailler tout seul.
des fois, juste de se dire lundi, j'aimerais bien retrouver mes collègues pour leur raconter mon week-end. Mais non, du coup. Après, voilà, il y a des organisations où ça se passe très bien et je vois avec la Fédé du ski, je peux aller très bien y bosser dans leurs locaux, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des fois, de travailler tout seul, c'est un petit peu compliqué. Après, ce qui est bien, et que moi, j'ai toujours pas passé le cap, c'est aussi tous les espaces de coworking. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises maintenant, je pense, à disposition pour les personnes à leur compte. Mais voilà, faut pas oublier qu'on est quand même un peu, entre guillemets, tout seul, hors des heures de réunion ou de briefing ou de débriefing. Ça marche. T'es un peu en télétravail, ce que vivent les gens en confinement, mais à l'année au final. Ah bah oui, complètement. Le confinement, au niveau du boulot, ça m'avait pas changé grand-chose. Enfin voilà, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, et puis je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire. Et après, on fait les briefings par visio, par téléphone. Et c'est vrai que par exemple avec Paris, mes clients, ils sont à Paris. Avec Odyssea, pardon, ils sont à Paris, mes clients. On est habitué à travailler comme ça, quoi. On se fait confiance. Et puis quand il y a besoin, on s'appelle. Et finalement, ça marche très bien. Ça marche. Nicolas, toi, quels sont pour toi les avantages de ton poste, puis les inconvénients? Les avantages, j'en vois plusieurs. Le premier, c'est de confort. On sait à l'avance qu'on va être payé tous les mois, on sait combien on va être payé. On n'a pas ce stress de devoir chercher les clients. Donc, ça a un côté confortable aussi. Ce que j'aime aussi, c'est probablement plus facile d'appréhender toutes les facettes d'un événement quand on est dedans toute l'année. Soit parce que on n'est pas beaucoup et on va devoir mettre les mains un peu partout, soit parce qu'on travaille en liaison vraiment étroite avec les gens du marketing, du commercial, etc. Et que c'est assez intéressant de discuter, de travailler un peu au quotidien avec eux. Et puis, si on a la chance d'être dans une structure qui évolue, c'est aussi l'opportunité d'avoir plus facilement accès à de nouvelles missions, à poser de nouvelles fonctions. Ça va dépendre un peu aussi de la structure dans laquelle vous tombez. Après, on a un peu moins de liberté, même si nous, on a un système de management qui fait que les gens sont assez libres. On doit faire un minimum de présentiel, mais si on veut aller skier, voilà, ce matin, entre 11h et 13h30, j'étais au ski aussi. On n'a pas trop de problème avec ça. On peut travailler depuis chez nous quand on veut. Après, par contre, on a probablement un peu moins de découvertes. Voilà, on travaille sur un événement, voire 2, 3, mais on reste dans son environnement et on a moins l'occasion, à mon avis, de découvrir de nouveaux événements, de rencontrer de nouvelles personnes. Probablement un peu moins que si on est indépendant. Ok. Du coup, vous avez tous les deux fait la transition avec ma dernière question concernant cette thématique. Nicolas, tu disais qu'effectivement, l'avantage, c'est que tu sais tous les mois que tu vas être payé. Colline, que effectivement, cette année est un peu plus compliquée. Du coup, avec le contexte actuel, est-ce que votre statut, il vous paraît du coup idéal, on va dire, ou est-ce que vous en découvrez les limites? Et j'imagine que, notamment Colline, toi, tu en découvres certaines limites. Ah complètement, hein. Cette année, c'est vraiment pas l'idéal. C'est super compliqué. Et pour vous dire, là, moi, je cherche, entre guillemets, à faire autre chose cet hiver. Parce que voilà, j'ai déjà 2 événements qui ont été annulés, qu'on sait pas du tout où on va. Et pour moi, c'est ça qui est le plus dur. C'est que, en fait, il y a vraiment eu des hauts, des bas cette année. Le premier confinement, ça allait. C'était de la nouveauté. On a eu quelques aides. Puis moi, je finissais mes derniers événements, avec mes derniers clients parce que mine de rien, même quand un événement s'annule, il y a eu du travail derrière quand même. Je vous avoue que là, le deuxième confinement a été un peu plus dur à accepter. Voilà, derrière, on cherche à se réinventer, à trouver de nouvelles choses. Donc avec Odyssea, ça a été un beau challenge parce qu'on a fait un challenge virtuel, connecté, participatif. Enfin voilà, on a trouvé plein de choses, mais énormément de travail aussi. Donc ça remotive. Et puis après, je me suis dit, je vais faire des petits événements dans des chalets en station et faire un peu de conciergerie. Puis là, on vous dit non, parce que les remontées mécaniques ne vont pas ouvrir, donc on reprend un petit coup. Donc ouais, j'avoue que cette année, je crois que j'aurais préféré être salarié et avoir plus de stabilité. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est un choix que j'ai fait. Et puis voilà, je garde la tête haute et je me dis on avance. Et puis si ça revient pas comme avant, tant pis, on trouvera à se réinventer. Il y a mine de rien encore des grands événements de prévus sur notre territoire, donc rester positif. Mais c'est vrai les limites, c'est de se dire qu'à la fin du mois, on ne sait pas ce qui va tomber et on ne sait pas de quoi va être fait la suite, quoi. Évidemment. Et toi, Nicolas, est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Oui, non, c'est vrai que nous, on a plutôt vécu, entre guillemets, assez sereinement cette période. Enfin, sereinement, tout est relatif. Hein. C'est quand même une année très compliquée pour nous. Il ne faudrait pas que 2021 se présente de la même manière. On aurait beaucoup de mal à passer ça aussi. Mais au moins, à moyen terme, on a vécu ça de manière un peu plus sereine, j'imagine, que des indépendants. Même si nous, on a différents prestataires. Il y en a quelques-uns qui sont très très intégrés à l'entreprise, qui ont des rôles vraiment clés. Et ceux-là, on leur a pas juste dit, cette année, il n'y a pas d'événement, tu ne travailles pas, donc tu n'as
pas de revenus, on les a occupés autrement et ils ont touché au moins une bonne partie de ce qu'ils touchaient d'habitude. Ça nous tenait à cœur de pas juste les laisser tomber. Par contre, c'est vrai que ceux qui sont en bout de chaîne, là, on n'avait aucun moyen de les faire travailler cette année, ceux qui nous manquent aux infrastructures, des choses comme ça. Pour le coup, là, ils ont pas beaucoup travaillé. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour tout le monde, pour que 2021 nous offre de meilleurs jours de ce côté-là. Alors, j'ai 2 dernières questions pour finir, 2 questions qu'on va poser, puisque c'est le début de ce projet-là, mais qu'on va poser dans tout un podcast. Déjà, est-ce que en 2 phrases, vous pourriez me dire comment vous imaginez l'événementiel de demain? Colline, toi tu te réinventes, du coup, tu dis que tu es obligée de trouver de nouvelles manières de travailler. Ouais. Moi, je pense que ça va être... Alors, il y aurait eu l'avant-Covid où j'aurais parlé de l'écologie, c'était indissociable pour moi, c'est vraiment des challenges, voilà. Depuis, je pense qu'un événement, il doit toujours être écologique, ça n'a pas changé, mais qui doit être peut-être à plus petite échelle ou nous, ce qu'on va appeler délocalisé à notre niveau. Ça veut dire que voilà, se réinventer en faisant un événement le jour J, tous en même temps, mais pas au même endroit, pour être tout aussi impactant. Les gens auront besoin de présentiel, je crois, à un moment, il va falloir que les gens, ils auront envie de se retrouver. On est conscient que peut-être 10 000 personnes au même endroit qui courent, qui marchent en même temps, ça va être compliqué. Donc, pourquoi pas faire du délocalisé en respectant l'environnement. Je pense que le futur, il est peut-être là. Ça marche. Nicolas? Je rejoins un peu Colline. Je pense que les événements vont avoir besoin de s'engager encore plus qu'aujourd'hui. Ça va au-delà de l'écologie même, je pense. Les événements, c'est vraiment des lieux de convergence et de rassemblement entre les organisateurs, les participants, les fans, les institutions locales, les partenaires. Et je pense que c'est vraiment une très belle tribune d'expression et qu'un événement, il doit s'engager pour être plus que juste une activité sportive ou culturelle, mais qu'il y ait vraiment un sens derrière tout ça, que les gens disent ok, moi j'ai envie d'y aller parce que ça me parle pour telle ou telle raison, et que en y allant, je soutiens quelque chose qui a de la valeur pour moi. Il y a l'aspect virtuel aussi qui va être très important. On l'a vu par nécessité cette année, mais c'est vrai que on a des limites physiques pour nos événements. Quand on les dépasse, ça peut créer des problèmes pour les habitants locaux, pour plein de raisons, alors que on a des moyens aussi de faire en sorte que des gens qui sont à l'autre bout de la planète puissent participer de manière virtuelle. Voilà. Nous, on a développé notre plateforme virtuelle cette année, et on a vu qu'on avait la 3e communauté à nous suivre, c'était l'Iran. Voilà. On n'a jamais imaginé ça, on n'a probablement jamais créé d'événement en Iran. Oui, c'est étonnant. Et pourtant, il y a sûrement des gens admirables en Iran, et maintenant on a un moyen d'interagir avec eux. Et voilà, donc ça va continuer. Et puis je pense qu'il y a un aspect de personnalisation aussi des relations avec les participants qui ont moins envie de les grands rassemblements. C'est très bien, on se sent porté par le collectif, etc. Mais au milieu de tout ça, il y a un besoin de personnaliser les relations. Et ça va avec essayer de parler individuellement avec chacun, mieux comprendre leurs attentes, pour pouvoir leur proposer quelque chose qui soit plus en phase individuellement avec ce qu'ils attendent. Voilà. Et est-ce que personnaliser les relations avec les participants, ça rejoint un petit peu ce que Colline disait, au sens où on pourrait réduire la jauge des participants? Parce que ça devient compliqué de personnaliser les relations avec 10 000 participants. Alors, il y a ce problème de jauge qu'il faut évaluer, ça c'est sûr. Là, c'était vraiment dans une perspective de relation plus à l'année. Où, alors certes, il y a l'événement, les gens sont là pendant 2 jours, mais il y a aussi un besoin maintenant d'étaler cette relation sur une période plus longue. Voilà, nous, on est sur un événement où on a beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Donc les gens, pour venir, sont dans un process qui peut leur prendre 4-5 ans. Il faut d'abord qu'ils découvrent la discipline, qu'ils s'entraînent, qu'ils fassent des courses, etc. pour se qualifier. Et pendant tout ce temps-là, ils sont engagés sur notre événement sans pouvoir y aller. Et nous, c'est important de pouvoir leur parler. Sauf qu'on ne va pas parler de la même manière à quelqu'un qui se met au trail mais qui a un grand passé de triathlète, ou quelqu'un qui commence juste le sport. Donc on a un besoin de connaître un peu mieux les gens avec qui on parle. Et là, je parle des participants, mais ça va aussi pour leurs accompagnants, pour toutes les parties prenantes d'un événement. Mieux les connaître pour pouvoir mieux s'adresser à elles, et puis faire en sorte d'améliorer leur expérience sur l'événement. Ok, je comprends. Bon, comme quoi, il y a encore de quoi à faire. Dernière question, est-ce que chacun, vous pourriez me citer un événement qui vous fait rêver? Alors, vous n'avez pas le droit de citer votre événement, donc Nicolas, tu ne pourras pas parler de l'UTMB. Est-ce qu'il y a un événement, pas forcément sportif, mais qui te fait particulièrement rêver, toi?
Et non, moi j'ai vraiment pas de, mais j'ai pas la culture du fan. Moi, je suis fan d'aucun musicien, je suis fan de. Mais par contre, il y a un type d'événementiel qui me fait vraiment vibrer. C'est vraiment celui c'est celui où des gens qui auraient jamais pu se rencontrer, normalement dans la vraie vie, vont avoir l'opportunité de se rencontrer. Voilà, l'événementiel qui fait voyager les gens, qui les fait se rencontrer, qui les fait se rendre compte que les autres, ils sont pas comme ils les imaginaient, ils ont beaucoup de points en commun. Et voilà. C'est l'événementiel qui fait pleurer les gens à un moment. Enfin, c'est ça qui me fait durer. Donc ça, il y a plein d'événements qui m'inspirent. Mais voilà, c'est plus cet aspect émotionnel qui m'attire dans l'événementiel. Et du jour où je le ressentirai plus sur des événements, je pense que ce sera temps que je fasse autre chose. Ok, temps passe à la suite. Colline? Alors, du coup, je vais en citer deux, mais il y en a professionnellement, juste pour m'enrichir, j'aimerais vraiment faire un événement style en ce moment le Vendée Globe ou peut-être le Dakar, des événements qui naviguent en fait, qui bougent et que c'est pas tout le temps le même lieu, parce que je trouve que c'est des super challenges logistiquement parlant. Et après, sinon, je rejoins totalement Nicolas. Ouais, un événement qui ait du sens. Clairement, il y a quelques années, je t'aurais dit les Jeux 2024. Aujourd'hui, je suis plus sûre parce qu'un événement qui aide vraiment les populations, qui ait du sens, pourquoi pas à l'étranger, pourquoi pas au sein, je sais pas, d'une ONG, quelque chose comme ça. Je dis pas qu'Odyssea, c'est l'événement qui me fait rêver, mais je sais que c'est lui qui me fait le plus vibrer parce qu'on verse quand même plus de 100 000, enfin pas cette année, mais plus de 100 000 euros aux femmes malades contre le cancer du sein chaque année. Et clairement, quand je vais à l'hôpital et à Medipôle, je sais pourquoi je le fais et c'est là où ça met les frissons. Donc voilà, quelque chose peut-être à l'étranger, ouais. Voilà, pour créer une école ou quelque chose comme ça. En tout cas, un événement qui ait du sens. Ok, bon, en tout cas, le besoin de voyage et le besoin de sens, je pense que c'est des choses que tout le monde partage en ce moment. Ouais, c'est peut-être la période qui fait que, mais... Bon, ça marche. Super, et ben écoutez, je vous remercie à tous les deux en tout cas. J'ai trouvé ça très intéressant et j'espère que les auditeurs et auditrices actuels, anciens et futurs étudiants trouveront ça également très intéressant. Et ben écoute, merci à toi en tout cas de l'initiative. Oui, merci de nous avoir invités et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Toute l'équipe du club événementiel de l'association Alumni IAE Savoie-Mont-Blanc vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour rappel, l'objectif du club événementiel est de rassembler et d'animer la communauté des professionnels de l'événementiel issus de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Si vous êtes un ou une ancienne étudiante et que vous êtes intéressé pour venir échanger sur votre parcours dans ce podcast ou que vous ne faites pas encore partie du réseau, vous pouvez écrire à réseau.master.événementiel@gmail.com. Enfin, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un like pour nous encourager et surtout de partager cet épisode à vos camarades de promo, mais pas que.